Vasarely est un artiste tout à la fois très connu et méconnu. Il est très connu bien sûr parce que toutes, vous connaissez certaines de ces images très colorées et vibrantes des années 60 et 70, mais il est méconnu dans une large mesure aussi. Savez-vous que son projet esthétique démarre dans la Hongrie de la fin des années 20, tout d'abord comme publicitaire. Vasarely est né en 1906, donc il démarre dès la fin des années 20. L'exposition Vasarely, le partage des formes du Centre Pompidou, qui finira le 6 mai prochain, a pour ambition de retracer toutes les facettes de l'œuvre de Vasarely et de s'attacher à deux des grands éléments qui structurent son œuvre. Un, la révolution optique, la naissance de l'op art, mais deux, et peut-être encore plus, le projet de création d'un nouvel art populaire, un vaste projet de socialisation des formes. L'œuvre de Victor Vasarely n'a pas bénéficié d'une importante exposition parisienne depuis 1963, depuis 56 ans donc. C'est pourquoi je vous propose maintenant de me suivre pour venir la découvrir. Vasarely commence dans son œuvre, sa carrière, dans la Hongrie des années 20 à Budapest. Il n'est pas tout de suite artiste. Les premières années de son travail, à la fin des années 20 en Hongrie, mais jusqu'après son installation en France dans les années 30, il travaille essentiellement comme graphiste publicitaire. Et vous voyez ici une œuvre qui témoigne de ses premiers travaux de publicitaire avec lesquels, dans la France des années 30, il va se faire connaître et obtenir une place de choix dans l'univers de la publicité parisien. Ce qui est étonnant avec une pièce comme celle-ci, c'est que Vasarely teste des formes qu'il utilisera ensuite dans son travail ultérieur d'artiste. Ce motif du damier déformé est quelque chose qu'il utilisera très souvent à la fin des années 50 et dans les années 60. Alors, parallèlement aux travaux publicitaires qu'il réalise, il accomplit un certain nombre d'études graphiques avec lesquelles il a l'ambition de fixer un vocabulaire, de définir des formes. Là, vous le voyez, de la même façon qu'avec la publicité que nous venons de voir, ce motif de damier déformé lui donnait des solutions pour ses œuvres à venir. Là, il exploite les jeux du positif et du négatif sur lesquels il fondera un certain nombre de ses grandes œuvres des années 60 et 70. Alors, il quitte, je l'ai dit, Budapest dans les années 30, il s'installe à Paris et puis les années 30 sont occupées par son activité de graphiste et puis au lendemain de la guerre, il prend la décision de devenir artiste à part entière. Les premiers travaux qu'il va réaliser sont des travaux comme ceux-ci. De quoi s'agit-il? Eh bien, ce sont des photographies qui ont été prises au microscope et des photographies que Vasarely découpe et avec lesquelles il fait ensuite des montages. Ce sont des œuvres avec lesquelles on ne reconnaît pas d'une certaine façon le Vasarely qu'on connaît, mais qui sont des œuvres tout à fait passionnantes parce qu'elles donnent le clé de sa production abstraite des années suivantes. En effet, grâce à ces pièces, Vasarely entre dans le tréfonds de la matière. Son abstraction, ce n'est pas une abstraction libérée du réel, mais une abstraction qui pénètre l'intériorité de la matière. Et puis, en 1947, il découvre les rivages bretons et il découvre Belle-Île. Sur les plages de Belle-Île, il est frappé par les galets qu'il ramasse et qui lui semblent être une forme ultime, la forme produite par les forces de la nature. Dans un premier temps, comme ici, dans la pièce qui est en haut, il va utiliser les galets qu'il ramasse, les pierres qu'il ramasse, pour les intégrer eux-mêmes à ces tableaux. Ça n'est qu'ensuite, dans un second temps, qu'il va se servir de cette forme parfaite, arrondie du galet pour réaliser ses premiers tableaux abstraits. D'une certaine façon, c'est le galet qui donne à Vasarely sa première forme abstraite pour aboutir à la fin des années 40 et au début des années 50 à des formes, à des peintures d'une admirable pureté comme celle-ci,
où on pense tout à la fois aux galets ramassés sur la plage, mais aussi au soleil qui se couche dans la mer. Cette première série s'appelle Belle-Île et elle va être vite suivie d'une autre série très importante qui marque encore plus l'originalité peut-être de Vasarely dans l'abstraction de son époque. Cette série, c'est la série qu'on appelle Gordes. Gordes, c'est le nom d'un village du Luberon en Provence que Vasarely découvre en 1948. Et c'est là qu'il va faire des expériences avec des plaques de verre, des loupes, qu'il va jouer avec le soleil. Et c'est là qu'il fait l'épreuve en quelque sorte de la relativité des perceptions. Les formes, on ne sait pas sûr si une forme est en un plan ou en deux plans. Et des tableaux comme celui-ci, Vasarely reste bien sûr très prisonnier de l'héritage cubiste. Un tableau comme celui-ci le montre, un tableau qui s'appelle Kéruna. Malgré tout, vous le voyez, en gérant cet héritage cubiste, Vasarely est en train de préparer la naissance de l'op art. Dans ces années-là, Vasarely aussi va progressivement réduire sa palette au noir et blanc pour aboutir un peu avant le milieu des années 60 à une œuvre extrêmement importante comme celle-ci qui s'appelle Hommage à Malevich, et avec laquelle Vasarely simplifie totalement sa composition, revient à ce qui est l'absolu malévichien, le carré noir ou le carré blanc, mais il revient au carré noir ou au carré blanc pour aussitôt mettre le carré en mouvement. Et une fois que le carré est en mouvement, il devient losange. Ici, on est vraiment au bord de la naissance de l'op art qui va survenir peu après, au milieu des années 50, et pendant toute la fin des années 50, Vasarely travaille à des pièces en noir et blanc comme celle-ci, cette pièce qui s'appelle Naissance, naissance de l'op art d'une certaine façon. Cette pièce appartient à la catégorie des œuvres ondulatoires. Vasarely a trouvé dans la lecture scientifique qu'il a lue pendant la Seconde Guerre mondiale, les deux grandes catégories selon lesquelles son travail va s'organiser dans cette période-là, le corpuscule et l'onde. Ici, vous voyez, il y a ces réseaux de lignes blanches déformées et les déformations de ces lignes suggèrent des volumes virtuels. Très rapidement, Vasarely va développer son travail à partir de plusieurs motifs. On retrouve ici le motif dont je parlais tout à l'heure en évoquant la publicité des années 30, mi-teint avec un damier déformé. Vasarely réutilise ce motif dans un de ses grands chefs-d'œuvre du milieu des années 50, celui du damier déformé, qui crée des illusions de relief et de creux à la surface pourtant plane du tableau. Ce qui est intéressant dans un tableau comme celui-ci, c'est qu'il s'appelle Vega. Et déjà, on voit que Vasarely est très préoccupé par un imaginaire cosmique, l'imaginaire de l'astrophysique, puisque Vega, c'est le nom d'une étoile extrêmement brillante. À la fin des années 60, Vasarely va d'une certaine façon un tout petit peu oublier l'op art et la couleur va revenir dans son travail. Il décide à ce moment-là de travailler à l'élaboration de ce qu'il appelle un alphabet plastique, et cet alphabet plastique a un élément de base qu'il appelle l'unité plastique. L'unité plastique, c'est quoi? Eh bien, c'est une forme d'une couleur, une forme géométrique d'une couleur donnée qui est incrustée dans un carré d'une autre couleur. Il va faire breveter d'ailleurs, entre guillemets, cet alphabet plastique, et c'est à partir de cet alphabet plastique qu'il pense. Il a déjà une vision de la mondialisation, il pense que cet alphabet est quelque chose qui est adaptable à beaucoup de situations culturelles. Il en parle comme d'un folklore planétaire, et c'est à partir de cet alphabet très simple que Vasarely va développer son travail dans les années suivantes. Il va le développer
dans tout type de matériaux, le plastique, la céramique, le bois, en une dimension, en deux dimensions. Et il va s'aviser à cette période-là que la façon dont il travaille et la façon d'utiliser cet alphabet plastique qu'il a mis en place entre en résonance avec l'une des sciences de l'époque, la science cybernétique. Vasarely commence à se dire, au fond, que son tableau, ses tableaux, ou plus généralement ses créations, pourraient être produites par ordinateur. Il va travailler d'ailleurs pendant 1 an avec la grande société d'informatique américaine IBM pour mettre un programme de conception de tableaux assistés par l'ordinateur. Finalement, ça n'aboutira pas, mais un tableau comme celui-ci est vraiment le témoin magnifique de la pensée permutationnelle et donc de la connivence profonde entre l'art de Vasarely et la science cybernétique qui est en train de naître. Un tableau comme celui-ci en témoigne aussi. Alom. Alom, c'est un mot hongrois qui veut dire rêve. C'est un tableau qui, vous le voyez, utilise complètement l'alphabet plastique que Vasarely a créé quelques années auparavant. Si on se rapproche de ce tableau, on voit qu'il ne s'agit pas d'une peinture, mais on voit qu'il s'agit d'une série de papier sérigraphié découpé. Il y a des carrés qui ont été collés et puis sur ces papiers, des ronds ou des carrés d'autres couleurs. Ce qui ici est tout à fait étonnant, c'est que grâce avec ce système très simple, un système très paramétrisé, un système très géométrique, très réglé, Vasarely réussit à créer quelques-uns des grands effets de l'histoire de la peinture, le sfumato, ce trouble au milieu du tableau. On est là face à un des grands chefs-d'œuvre du Vasarely de la fin des années 60. Mais ce vocabulaire, cet alphabet plastique, Vasarely ne va pas simplement l'utiliser pour créer des peintures. Et il a une ambition très très large, Vasarely. Il souhaite que son œuvre, que ses formes se diffusent dans la société de son époque. Et il va diffuser ses formes selon différentes stratégies. L'une de ces stratégies, c'est le design. Peut-être vous ne vous en souvenez pas, mais Vasarely, au début des années 70, au moment où la régie Renault s'apprête à lancer la R5, une des voitures les plus vendues de l'histoire de l'automobile française, eh bien c'est à Vasarely et à son fils Ivaral qu'on fait appel pour redessiner le logo de la régie Renault. C'est donc un logo HOP, un logo hérité de l'Op-Art qui pendant une vingtaine d'années va être le logo de la grande compagnie automobile française. Ça, c'est un des panneaux comme on en trouvait chez les concessionnaires Renault de l'époque. Vasarely, pendant ces années-là, va réaliser beaucoup de travaux de design graphique, couverture de livres, couverture pochette de disques, couverture de magazines. Il va aussi produire beaucoup de multiples, des sérigraphies, des posters à tirage illimité, mais il va aussi très rapidement se dire que la dimension sans doute la plus essentielle pour la diffusion sociale à grande échelle de son travail, c'est l'architecture. Dès le milieu des années 50, il avait été amené à réaliser ses premiers ce qu'il appelait ses intégrations architecturales. Il réalise les premières à Caracas et dans les années 70, il va en réaliser beaucoup. Celle-ci vient de la Deutsche Bundesbank, c'est-à-dire la banque centrale à Francfort. Il la réalise au début des années 70 avec son fils Ivaral, avec qui il avait réalisé le logo de la régie Renault. Vous le voyez, c'est dans une salle à manger de la Deutsche Bundesbank avec une grande baie vitrée.
tout est mis en œuvre pour que les disques, ces disques métalliques notamment, attrapent la lumière sous différentes formes. Dans les rainures de certains sont verticales, les rainures de d'autres sont horizontales. La lumière joue avec ces formes. On ne peut pas non plus exclure que ces disques évoque l'une des activités de la Deutsche Bundesbank, à savoir la production de monnaie. Toujours est-il qu'on est là confronté à un des chefs-d'œuvre de Vasarely du début des années 70, un des très très grands exemples de ces intégrations architecturales. Il va être amené à réaliser des intégrations architecturales en intérieur, mais aussi en extérieur. Le début des années 70, il les consacre dans une large partie à des travaux, à un projet de société polychrome du bonheur, un projet de décoration des façades des immeubles modernes. Nous entrons là dans une salle noire à laquelle est consacré sans doute le dernier grand moment de la création de Vasarely. Vasarely, dès la fin des années 30, est intéressé par la science-fiction, par le cosmos, par l'astrophysique, et des toiles comme celle-ci en témoignent. Ce sont des réels chefs-d'œuvre qu'il réalise à la fin des années 60 et qui ont comme source d'inspiration ces vortex cosmiques, ces trous dans l'espace que l'astrophysique a détectés. Ce sont aussi des pièces très très intéressantes, une pièce comme celle-ci, parce que Vasarely voulait qu'en quelque sorte, il n'y ait pas simplement que l'œil qui entre en rapport avec son travail, mais le corps tout entier. On est véritablement aspiré, le corps tout entier, pas simplement le regard, par des pièces comme celle-ci. On est un peu aussi déstabilisé, comme on l'est avec une pièce comme celle-ci, qui est sœur, parente de celle-ci, mais le carré s'est substitué au rond. Une pièce comme celle-ci permet aussi de comprendre quelque chose, une dimension importante du travail de Vasarely, c'est que Vasarely était un grand coloriste. Vasarely, vous voyez, se dégrader de vert et d'une très très grande subtilité. Dans les rêveries cosmiques qui habitent le dernier Vasarely, il y a bien sûr les vortex, les bizarreries dimensionnelles du cosmos, mais la grande série de cette époque-là, c'est sans doute la série Vega, comme le tableau qui est derrière moi. Alors les Vega, c'est quoi ici, vous vous souvenez que dès 1956, nous avons vu en noir et blanc un tableau qui s'appelait Vega. La série Vega, ce sont des bulles qui se forment à la surface d'une grille qui structure le champ pictural. Et Vasarely les envisage comme des jeunesses cosmiques, comme des œufs, des bulles cosmiques d'où vont sortir de nouveaux univers. C'est aussi une façon pour Vasarely de remettre en cause l'un des éléments de base du langage de l'abstraction moderne, à savoir la grille de Mondrian, la grille des constructivistes, qui était un élément de stabilité dans l'abstraction géométrique et qui ici est déformée d'une façon un peu maniériste pour aboutir à des tableaux comme celui-ci tout à fait somptueux avec cette grille qui se déforme et qui avance pour au fond entrer dans l'espace dans lequel nous évoluons.